par exemple. Je suis pas italien! Je suis pas italien, ça c'est à cause de Kev, man. Je suis pas fucking italien. Breaking news, on me glisse à l'oreille que Mio est en effet italien. Puis il se cache derrière une identité Confirmé, espagnole. je confirme. Source Kevin Valley. C'est parce qu'il est dans le Witness Protection Program. Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace édition du 1er octobre 2023. On est finalement arrivé à Spooktober, ce qui veut dire qu'on se rapproche de l'Halloween, mais aussi du temps des fêtes. Et quoi bon, le temps des fêtes et le Super Bowl qui vient par après. On est très content de vous recevoir à l'émission aujourd'hui. Au micro, en ce moment, en train de vous adresser la parole, Emilio Constanza, mais bien sûr toujours accompagné de deux fidèles acolytes en Pierre-Olivier Poulain, qui en ce moment est très occupé entre déménagements, parce que oui, le déménagement va au-delà du 1er juillet, mais en plus de ça, parce que la saison de la JMQ bat de plein fouet du côté de Val-d'Or et de Rouyn-Noranda, peu importe dans quel coin perdu, est-ce que Pop veut se retrouver? Et, bien sûr, dans l'autre coin, nous avons nul autre que Double F, Mr. Félix Forget, qui aujourd'hui va tellement bien porter son chapeau, sa casquette des Diamondbacks de l'Arizona, parce que on en a un petit peu à jaser aujourd'hui pour tease un petit peu ce premier bloc de l'émission qui est le baseball, bien sûr, parce que le portrait des séries est terminé, est fait du moins, et ce qui est terminé en fait, c'est la discussion autour des Angels pour la prochaine semaine. Je suis content, on a pu parler du drama qui se passe par là. Je vais juste ouvrir Twitter d'un coup qu'on nous annonce que Shohei Ohtani va être échangé dans les prochaines minutes, au cas où. Ouais, exact. J'ai tellement hâte d'en entendre parler déjà. Mais non, c'est ça. On va avoir probablement une belle série de wildcards, des grosses équipes qui vont s'affronter, à commencer dans l'américaine. Mes Blue Jays de Toronto vont faire face aux Twins du Minnesota. Félix, je vais commencer par toi parce que, il y a l'argument Blue Jays, l'équipe canadienne, l'équipe nationale, et on sait que tu as un petit parti pris pour le Minnesota à cause du basketball. Où est-ce que tu vois ce match-up aller? Je pense qu'on va avoir, honnêtement, une bonne série entre les deux clubs. Je pense que des 6 équipes en série dans l'américaine, je pense que les Twins sont l'équipe la plus faible. Je pense que les Jays s'en sortent bien avec la 6e tête de série. Mais les Twins sont quand même pas à prendre à la légère non plus. On a des bonnes ressources dans la rotation. On a un bon alignement de frappeurs quand même. Les Twins sont une équipe qui compte sur plusieurs ressources, dont le Québécois Édouard Julien. Go Édouard Julien dans cette série-là. On espère que tu vas connaître énormément de succès. Mais je pense que ça va être une des séries les plus relevées, étonnamment. J'aime beaucoup le match-up à Toronto. On sait que ça n'a pas nécessairement été une dernière semaine facile, mais on en a fait juste assez. Les autres équipes m'ont perdu juste assez pour nous permettre de se qualifier. On a des ressources. Kevin Gausman a été en mesure de ne pas lancer aujourd'hui. Donc on va pouvoir compter sur lui dans cette série-là assez tôt. Est-ce que l'alignement va être capable de produire assez de points? On sait que ça n'a pas toujours été facile dans le dernier mois. Je pense qu'on va avoir une belle série entre ces deux équipes-là. Je vais me mouiller en disant que les Twins vont gagner, mais je pense que ce n'est pas le choix populaire. Pop, à toi de me convaincre du contraire maintenant. Écoute, je vais juste commencer par te dire qu'on parle quand même des Twins du Minnesota, une équipe qui est présentement sur une séquence de 18 défaites de suite en séries éliminatoires, qui n'a pas gagné un match depuis 2004. Mais les Yankees sont pas là, Non, c'est vrai que les Yankees sont pas là, mais tu sais, c'est juste drôle de voir à quel point le balancement des divisions, c'était juste vraiment drôle à voir. T'as les Blue Jays qui finissent 3e la division, qui sont considérés comme l'équipe numéro 6 dans ce portrait des séries-là dans l'américaine, et qui ont une meilleure fiche que les Twins du Minnesota en saison régulière, et qui auraient fait en sorte qu'ils auraient gagné la division s'ils avaient été dans la centrale. Mais les Blue Jays de Toronto, c'est
l'équipe par excellence quand on parle de ne pas être constant offensivement. On l'a vu, on peut marquer 9 points un soir, on peut se faire blanchir les 2 suivants. On arrive avec des courants en position de marquer. C'est rare qu'on obtient le coup sûr qu'il faut au bon moment. Mais là, c'est vraiment le moment que faut lever le jeu d'un cran. Puis si un joueur comme Vladimir Guerrero peut redevenir le frappeur vraiment avec le potentiel qu'on croit en lui, ben tout le monde va oublier sa saison régulière moyenne ou peu spectaculaire dans son cas. Il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de monde qui ont des saisons à se racheter chez les Blue Jays un peu, puis rien de moins que les séries éliminatoires pour faire ça, mais quand même, on parle quand même des Twins qui, espérons, ne se feront pas balayer en 3 matchs, en 2 matchs dans cette série du meilleur deuxième là, pour commencer les séries. Ouais, j'ai hâte, vas-y. Non, mais juste compléter, c'est peut-être une analyse un peu plate, une analyse un peu facile, mais ça reste vrai, surtout dans une série de 3 comme ça. La différence va se faire dans est-ce que les meilleurs joueurs de chaque équipe vont se lever. Pour Toronto, est-ce que Vladdy va se lever? Est-ce que Bo Bichette va se lever? Est-ce que George Springer va se lever? Est-ce que ces gars-là vont être en mesure de se lever? Ce qu'ils n'ont pas nécessairement été capables de faire toute l'année. Ça va être une série déterminante. Et je pense que si Toronto ne passe pas cette série-là, peut-être qu'on va devoir penser à changer le noyau à long terme. Mais il est encore tôt. Je fais juste lancer dans le mur. C'est un gros take, puis j'ai hâte qu'on se reparle la prochaine fois des Blue Jays pour le balayage de la série. L'autre série de wildcard dans l'américaine, Double T. Donc on a les Rangers du Texas qui feront face au Presque Expo des Rays de Tampa Bay. Où est-ce qu'on voit cette série-là? Cette fois-ci, Pop, je t'envoie le micro en premier. Où est-ce que tu vois nos Presque Expo l'emporter contre les Rangers? Écoute, ça a le potentiel d'être possiblement la série la plus explosive là, dans les 4 séries là, qu'on voit pour l'instant là, dans ces séries de meilleur deuxième là. Ça va être probablement sur papier le match-up le plus explosif. 2 attaques vraiment dévastatrices. Les Rangers du Texas avec des gars comme Adolis Garcia, Corey Seager, Marcus Semien qui forment un trio de frappeurs vraiment redoutable du côté des Rangers du Texas, et les Rays de Tampa Bay qui, on se rappellera, commençaient l'année avec 13 victoires, aucune défaite, et se retrouvent quand même non champions dans la division Est de l'américaine. Donc c'est juste pour parler à quel point c'était une course relevée dans l'américaine cette saison. On a parlé de Wander Franco un petit peu plus tôt, qu'on pensait que ça allait être une distraction. Finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas les Rays ont quand même bien jonglé avec cette patate chaude un peu, mais ça risque qu'avec les nombreuses blessures qu'on a chez nos lanceurs partants là, du côté des Rays, est-ce que ça peut être ça qui peut faire en sorte que on n'aura peut-être pas le edge sur l'attaque des Rangers du Texas, qui ont malheureusement échappé le titre de division de l'Ouest de l'américaine à la dernière journée de la saison régulière. En fait, aujourd'hui, là, avec en perdant contre les Mariners de Seattle, ce qui a fait en sorte que les Astros de Houston ont gagné l'Ouest de l'américaine, et il y avait également le bris d'égalité au travers de ça. Donc, ça fait en sorte que peut-être les Rangers du Texas, on va espérer que l'attaque soit là, parce que on a essayé d'avoir une bonne rotation, mais ça n'a pas toujours été le cas durant la saison. On a eu Max Scherzer qui a connu certaines difficultés, de Jacob deGrom qui n'a pas été capable de lancer durant la saison. Donc c'est vraiment de voir à quel point si les Rangers peuvent garder leur bâton chaud au bon moment là, je pense que c'est tout là qui va se passer, parce qu'on connaît les Rays, on va te battre avec la défensive et nos lanceurs, puis je pense qu'on changera pas cette façon de faire là, même rendu en octobre là. Non, puis tu mentionnais un point super intéressant tantôt. Est-ce que les blessures des lanceurs des Rays vont commencer à faire mal? Est-ce qu'un Shane McClanahan... Est-ce qu'on va commencer à s'ennuyer d'un Shane McClanahan dans cette série-là? Est-ce qu'on va commencer à s'ennuyer d'un Shane Baz, de tous ces lanceurs-là qui sont passés à Tampa Bay et qui aident le club depuis des années? C'est un peu fou de parier contre les Rays parce qu'à chaque année, ils réussissent à nous faire mentir. Mais l'an passé, contre les Guardians, pendant cette même série wildcard, l'équipe avait marqué, je pense, c'était 1 point en 25 manches, je crois. L'attaque était complètement neutre, et c'est ça qui me fait encore un peu peur des Rays. Est-ce que l'équipe va être capable d'aller chercher de la production offensive quand c'est le temps, quand on a besoin de gagner 2 de ces 3 matchs-là?
est-ce qu'on va être capable d'aller chercher le support offensif quand on en a besoin, ou est-ce qu'un joueur dont le surnom est littéralement SpongeBob va nous battre à lui tout seul? Oscar Gonzalez, légende des Guardians. Je sais pas si les Rays vont être capables, mais je pense que cette série-là va se jouer de deux angles différents. Si les Rangers veulent gagner, ils vont devoir marquer plus de points que les Rays, et si les Rays veulent gagner, ils vont devoir accorder moins de points que les Rangers. Je pense que c'est aussi simple que ça. Qui est simple comme théorie, mais qui peut sembler simple, mais qui sera vraiment les deux points vraiment à surveiller de ce côté-là pour... Très belle analyse, dis-je bien, les boys. Quand même, à mentionner que les deux équipes qui ont déjà le laissez-passer dans l'américaine sont nul autre que les fameux Astros de Houston, ainsi que les Orioles de Baltimore. On s'en va de l'autre côté, dans la nationale. Félix, je te regarde en ce moment à travers ta belle caméra et à travers tes belles lunettes. Les Diamondbacks de l'Arizona vont jouer contre les Brewers de Milwaukee. Où est-ce que tu vois tes Diamondbacks dans cette série? Est-ce que tu les vois passer ou est-ce que tu vas rester honnête et tu les vois peut-être abdiquer contre les Brewers? Je pense que je vais encore te faire une analyse peut-être un peu simple. Si cette série-là se rend en 2 matchs, les Diamondbacks vont gagner. Si ça se rend en 3 matchs, les Brewers vont gagner. Je t'explique un peu. Je pense que le premier match, Zach Gallen est la meilleure option pour les Brewers. Je pense que c'est pour les Diamondbacks, pardonne-moi. Je pense que c'est Zach Gallen qui va leur donner la meilleure chance de gagner. Et au deuxième match, là, on va tomber dans probablement Merrill Kelly, qui est le deuxième meilleur partant de cette équipe-là. Si Merrill Kelly est capable de gagner ce match-là, on arrive à un 2-0 victoire des Diamondbacks. Après ça, par exemple, le troisième partant des Diamondbacks, je sais pas qui on enverrait, mais j'ai moins confiance. J'ai beaucoup moins confiance que n'importe qui que les Brewers vont être capables d'envoyer de l'autre côté. Au niveau de l'attaque, j'aime pas l'attaque des Brewers. J'ai quelques doutes sur celle des Diamondbacks, mais je la trouve plus complète, surtout avec un Gabriel Moreno en santé et un Corbin Carroll qui va gagner le MVP de la Série mondiale. Oh oui, je l'ai dit. Je me demande vraiment qu'est-ce que les Diamondbacks vont être capables de faire dans cette série-là. Je pense que ça va être un bon test pour cette jeune équipe-là qui va se battre contre des Brewers qui, à chaque année, entrent un peu en série de la même façon, un peu sans saveur, un peu parce qu'il faut que quelqu'un gagne la division. Je pense qu'on va avoir quand même une belle série entre ces deux équipes-là, mais je vais pencher vers les Diamondbacks. Moi, je regarde le trio de lanceurs partants des Brewers, puis ça va être ça vraiment l'honneur de la guerre. La profondeur au monticule pour les Brewers, je pense que c'est un peu la marque de commerce de cette équipe-là depuis déjà un peu quelques années. L'attaque est un peu suspecte, mais je sais pas pourquoi, mais moi tout, j'avais des doutes sur les Brewers de Milwaukee, puis il me fait un peu mentir. Je vais pas te l'accorder, c'est pas spectaculaire, c'est pas avec des feux d'artifice, mais tu sais, un gars comme Christian Yelich qui retrouve un peu un calibre de jeu vraiment assez incroyable. Puis on sait pas, peut-être que suffit juste d'avoir les bons éléments. Peut-être que Josh Donaldson va mener peut-être les Brewers de Milwaukee avec une run spectaculaire et amener cette équipe au championnat, chose qu'il n'a malheureusement pas réussi à faire avec les Yankees de New York et encore moins les Blue Jays de Toronto malheureusement. Mais blague à part, là, je pense que ça va être c'est un peu le baiser de la mort là, parce que le gagnant de ces deux équipes-là va inévitablement pogner les Dodgers de Los Angeles. Donc il y aura pas de meilleur sort là dans la nationale là. On a les deux équipes déjà là qui ont déjà un bail pour la deuxième ronde, c'est dans les top 3 des meilleures équipes de la MLB. Donc peu importe qui va gagner cette série là, ça va être ça va juste être le petit apéritif, la petite entrée avant le gros repas principal, parce que la prochaine ronde va être très difficile à passer. Puis si c'est pas les Dodgers, c'est pas les Dodgers. Bonne chance à toutes les équipes qui vont passer au deuxième tour dans la nationale. Ça aurait été le fun de vous rencontrer. Parlant justement de match-up dans la nationale, l'autre affrontement de wildcard sont nul autre que les Marlins de Miami ainsi que les Phillies de Philadelphie.
Maintenant, où est-ce qu'on voit ce match-up Ben moi, je vois ça, c'est ce qui est le fun, parce que là, on a 2 rivaux de division dans l'Est de la Nationale qui s'affrontent, et le gagnant va affronter un autre rival de l'Est de la Nationale, donc on va avoir déjà quelques feux d'artifice, mais c'est de voir comment que l'offensive des Phillies de Philadelphie va se comporter devant la polyvalence des Marlins de Miami, qui n'ont pas d'offensive, qui ont même pas Sandy Alcantara en plus dans cette série-là, même durant la saison. Mais on a quand même trouvé un moyen de faire les séries d'une façon ou d'une autre, ce qui est quand même un peu la façon des Marlins de Miami, c'est que on ramasse. Et si les planètes s'alignent, ben on pourra peut-être faire quelque chose comme ça. Mais c'est un peu comme la série entre les Rangers du Texas et les Rays de Tampa Bay. Si les Marlins, si l'offensive des Marlins n'est pas capable de suivre celle des Phillies de Philadelphie, ben bonne chance pour essayer de gagner, parce que on n'a pas notre as lanceur en Sandy Alcantara disponible pour cette série-là non plus, là. Non, tantôt, je te disais... On m'annonce... Non, mais excuse-moi, juste vite pour conclure. Tu disais tantôt que je te disais tantôt que les Rays vont peut-être s'ennuyer de Shane McClanahan. Je pense que les Marlins vont s'ennuyer de Sandy Alcantara. Je pense que ça va être aussi simple que ça. Je pense que les 2 clubs sont un peu dans la même réalité. Une attaque peu inspirante. Des lanceurs dont la profondeur est un peu amochée. J'ai hâte de voir, mais j'ai des doutes sur les Marlins, malheureusement. C'est bien beau avoir Luis Arraez, mais c'est pas lui qui va te faire un circuit de 3 points en 8e manche pour te donner les devants, là. C'est lui qui va s'en aller sur les buts, qui va peut-être faire le petit simple, mais on manque un peu de puissance un peu du côté des Marlins de Miami. Puis ça a été un dossier tout au long de la saison. C'est sûr qu'ils ont fait... quelques acquisitions un peu pour renforcer un peu cette puissance offensive-là, mais on gagnera pas avec des coups de canon, là. On va gagner dans des guerres de tranchées à la baïonnette et peut-être même à main nue s'il le faut, là. Ça sera pas J'aime l'analogie. On m'annonce à l'oreille quelque chose de spécial. Et non, ce n'est pas les Jets de New York qui ont égalisé la marque avec les Chiefs de Kansas City au compte de 20-20. Mais c'est Félix qui a quelque chose sur le cœur à annoncer à quelques partisans des Cubs de Chicago. Et notamment toi. Non, oui. Je te vois venir. Félix, le rideau est levé. La scène est la tienne. Moi, Pop, il y a quelques semaines de ça, tu m'as annoncé qu'avec tes Red Sox, qui connaissaient une saison difficile, tu te tournais maintenant vers les Cubs de Chicago, ton équipe bandwagon. En tout cas, pour la nationale. Pour la nationale. Shout-out aux Mariners de Seattle qui ont été celles pour la Ligue américaine et qui finalement ont réussi à s'essouffler à l'autre bout de la piste, malheureusement. C'est drôle que tu me parles des Mariners parce qu'il y a quand même une belle similarité entre les Mariners et les Cubs dans la course aux séries. Serais-tu capable de me dire c'est quoi la ressemblance entre ces 2 équipes-là? Je te dirais que le mois de septembre s'est un peu écroulé. Et Dieu sait que j'ai pas envie de faire de jokes sur d'affaires qui s'écroulent au mois de septembre. Mais écoute, c'est... Les Cubs de Chicago avaient 92% de chances de faire les séries éliminatoires le 5 septembre. Au début du mois, on a approché 90%. Tout s'est écroulé. Il n'y a rien qui a marché. On a vu des défauts qui ont fait surface un peu en début de saison, mais qu'on a retrouvés. Et finalement, on s'est juste essoufflé. Je suis détruit. Je suis détruit. Les Cubs de Chicago, merci de m'avoir accueilli dans votre bandwagon, mais maintenant, je quitte maintenant retrouver ma peine avec mes Red Sox de Boston pour le reste de l'hiver. Mais ça a été une bonne run. Merci beaucoup. Puis on se revoit très bientôt, j'espère. Et mais ce qui est drôle aussi de quitter les Cubs, c'est que tu n'es pas le seul qui fera ça dans les prochaines semaines. Cody Bellinger, futur Yankee, va aussi quitter les Cubs. Il va quitter les Cubs. Je refuse. Non. C'est chouette le sourire à Félix qui t'annonce. Qu'est-ce que je souris? Je m'excuse, Pop, j'étais obligé de te le remettre d'en face parce que moi, tu vois, mes Diamondbacks sont dans ces... Ouais, mais à la différence des Diamondbacks, moi, j'embarque dans ton bandwagon. Moi, ça me dérange pas. Je suis down que les Diamondbacks soient là. Je suis down. J'aime peut-être pas autant, mais tu sais, j'aime Corbin Carroll. My guy is a special guy. Je l'apprécie, mais
Et je regarde les Cubs, j'avais tellement fondé d'espoir en eux, avec Dansby Swanson, Cody Bellinger, Seiya Suzuki, puis toute la gang. Je m'étais dit, avec une division de main dans la centrale, ça pourrait peut-être marcher qu'on dépasse les Brewers de Milwaukee, puis on s'est juste effondré. Puis c'est pas juste s'effondrer, on a laissé, je prends pour exemple, genre, juste cette semaine, là, on s'est fait balayer par les Braves d'Atlanta. C'est sûr que c'est dur essayer de gagner contre les Braves d'Atlanta, mais on était à 4 retraits d'aller chercher une victoire importante pour rester en vie. On a donné un circuit, je pense que c'est Marcell Ozuna, si je me trompe pas, qui crée l'égalité. On avait inscrit des points en 10e manche, puis on n'a jamais été capable, la relève n'a jamais été capable de faire le travail justement au bon moment pour essayer de gagner ces games, puis on voit le résultat aujourd'hui. Puis les Mariners de Seattle, il y a un moment donné, pendant un stretch d'un mois, c'était peut-être même un mois et demi, c'était la meilleure équipe du baseball majeur, puis on arrive au mois de septembre contre beaucoup de matchs contre des rivaux de division. En plus, on est impliqué dans une course avec les Rangers du Texas puis les Astros de Houston, ben on n'a juste pas été capable, on s'est écroulé. C'est juste ça que j'ai à dire. C'est tout. Je comprends absolument ce que tu dis. Encore une fois, grosse semaine dans le monde du baseball, du passe-temps américain. Et bien sûr, la fin de saison ne signifie pas que le début des séries éliminatoires, mais de nouveaux records établis et de postes perdus. Ben, à commencer du côté de Gabe Kapler, du côté des Giants de San Francisco, qui ont démontré que finalement, ils sont plus frauduleux que l'Université de Montréal dans tout département possible. Oh, non, là... Ça, non. Ça, c'est non. Déjà qu'en plus que Félix, quand tu lui parles des Giants de San Francisco de 2021 qui ont gagné genre 107 matchs déjà, sa pression artérielle commence à monter, là. Exact. Tout autant frauduleux. Ronald Acuna Jr., celui que je rappelle peut être possiblement MVP, a établi officiellement le club des 40-70, donc 40 coups de circuit et 70 buts volés. On dit bye-bye à des joueurs aussi, à des grands-pères qui s'en vont rejoindre les CHSLD en Miguel Cabrera. Bien sûr, grand joueur qui a reçu comme cadeau, on avait Liam tantôt sur le show pour parler un peu de vin presque. Miguel Cabrera qui reçoit sa belle bouteille de vin. Adam Wainwright et possiblement Brandon Crawford aussi, qui aurait peut-être joué son dernier match. Et ce qui nous mène aussi à Joey Votto, qui a possiblement joué son dernier match aussi, malgré qu'on n'a pas encore de confirmation à ce sujet. Joey Votto, qui d'ailleurs s'est fait expulser pour son dernier match de la saison. S'il fallait qu'il termine sa carrière là-dessus, ça serait triste, mais tellement drôle en même temps. Mais je pense à Miguel Cabrera. Tu sais, Albert Pujols l'année passée, on s'imaginait difficilement voir du baseball sans Albert Pujols. Puis là, on voit un peu la même affaire avec Miggy chez les Tigers de Détroit. 3174 coups sûrs, 511 circuits, 1800 points produits. Écoute, il a gagné 4 fois le titre de championnat des frappeurs, 2 MVP, un Triple Crown. Faut dire, le rappeler aussi en 2012, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis la fin des années, les années 60, en fait, de mener la moyenne, les circuits, les points produits. Ça va faire bizarre de ne pas voir Miguel Cabrera, mais qui sera quand même dans l'entourage de l'équipe l'année prochaine en tant qu'assistant spécial au président des Tigers de Détroit. Mais quand même, ça fait en sorte aussi qu'avec Miguel Cabrera qui part, il reste juste un joueur actif qui pourra se vanter, qui peut se vanter d'avoir joué contre les Expos de Montréal. Bartolo Colon? Ah, ok. Zach Greinke. Ok. J'ai essayé Bartolo Colon dans le doute. Oui, mais mais ça aurait pas compté parce que Bartolo Colon a officiellement annoncé sa retraite récemment. Mais il fait que les nostalgiques des Expos souhaitaient que Zach Greinke reste une année de plus parce qu'il reste juste lui qui peut se vanter d'avoir joué contre vous en 2004. Fait que on est en train de voir une génération complète vraiment de joueurs qui quittent vraiment, puis ça me laisse voir un peu, tu sais, on s'entend que Miguel Cabrera va aller au temps de la renommée, ça va être, il n'y aura même pas besoin d'attendre un deuxième tour, là, il va rentrer aisément, mais c'est là que je suis en train de me demander si Joey Votto, tu sais, ça a été un joueur que, mettons s'il avait commencé sa carrière 10 ans plus tard, ça serait un surefire Hall of Fame, mais tu sais,
aller sur les buts, c'était pas aussi en vogue qu'aujourd'hui. Fait que ça va être le fun de voir Joey Votto, mais qui soit sur le bulletin de vote pour le temps de la renommée dans quelques années. Là. Oui, exactement. Passer maintenant, on va passer, excusez-moi, je déparle parce que j'ai tellement hâte du sujet qui s'en vient, le football de la NFL. On en a jasé la semaine passée, excusez-moi, et Félix a fait ses devoirs, il a fait sa recherche. Mesdames et messieurs, on vous avait dit la semaine passée que la NFL allait avoir un match du dimanche matin assez spécial parce que, d'une part, ça allait se jouer à Londres. De deux, ça allait être l'équipe nationale de l'Angleterre en les Jaguars de Jacksonville, bizarrement. Et de trois, on allait avoir une diffusion spéciale à la Toy Story et notre cher collègue ici, Félix Forget, s'est levé contre toute attente assez tôt. Oui, il s'est pas couché encore cette nuit. Il se peut aussi. Mais il a fait ses devoirs, il a regardé le match et il nous apporte une analyse non pas seulement de la partie, mais du produit visuel. Félix? En fait, je vais te faire la seule analyse du match de football que tu as à savoir. Les Jaguars ont gagné. Maintenant, on va parler de tout le reste. Ce matin, je me suis levé comme un enfant en voulant écouter mes petits bonhommes. Comme un petit enfant un dimanche matin qui veut écouter ses petits bonhommes à la télé. J'ai eu de la misère à trouver le signal. Le signal était très buggé au début, mais comme un enfant qui veut écouter ses bonhommes, rien n'allait m'arrêter ce matin, Mio. Donc, j'ai fini par trouver un signal. Et ça a été une révolution dans ma manière d'écouter du football. J'ai adoré. Ah ouais? Honnêtement, si ça avait été pour n'importe quel autre game qu'un match entre deux équipes dont je me fous pas mal, ça m'aurait peut-être un peu fait chier. Mais, pour un enfant qui avait son cœur d'enfant ce matin-là, pour écouter ces petits bonhommes, pour écouter Toy Story, qui a vu Woody, qui a vu Buzz Lightyear, qui a vu Jessie, qui a vu tout le monde, qui a vu un chien Slinky faire les poteaux de premier jeu, qui a vu une grue. Le claw qui spot le ballon. C'était parfait. La nostalgie m'a rentré dedans. Le spectacle de la mi-temps. Je n'ai même pas de mots pour dire à quel point j'ai adoré. Je veux qu'il fasse ça pour chaque match. Pour toujours. Toy Story, pour toujours. Merci, c'était tout pour mon analyse de ce match-là. Ah oui, les Jaguars ont gagné. Et aussi, un gars qui s'appelle London a marqué un touché à Londres. C'est vrai. Seule analyse à savoir de ce match-là. C'est tout. Ok, maintenant, surtout ça veut dire que c'est un Super Bowl Mickey Mouse? Oh! Moi, non. C'est pas, Disney, me semble, pas Pixar, me semble. Je sais pas. Oui. Ah, ok, ça se peut. Mais oui, ça peut être un Mickey Mouse Super Bowl. Mais écoute, après qu'on ait sorti de l'horrible idée de jouer 2 matchs le lundi soir, la NFL se reprend bien dans le pays où le thé se boit, mais ne se prononce jamais. Oh. Donc, non, c'est ça, la NFL, après un match de même à Londres, je vous mets au défi de mettre le prochain Super Bowl en broadcast Toy Story. Ça va être merveilleux. J'ai hâte de voir Usher danser avec les petits soldats verts sur le stage avec ça. Mio, de l'autre côté de l'Atlantique, toi, t'as regardé un peu ce que plusieurs considéraient déjà là, à ce semaine 4, là, d'ici à ce point-ci de la saison, comme le match de l'année. Là, 2 rivaux de division, les Bills de Buffalo et les Dolphins de Miami. Les Bills qui avaient commencé de manière difficile avaient perdu le premier match contre les Jets de New York, mais depuis 3 matchs, on retrouve les Bills de Buffalo comme on les connaissait avant, puis mon Dieu que ça avait l'air dominant contre la meilleure offensive de la NFL jusqu'à présent. Oui, clairement. Puis je veux dire, c'est une belle façon pour les Bills non seulement de se reprendre, mais aussi de prouver que peut-être qu'ils font bel et bien encore partie de l'élite parce que leurs 2 dernières victoires ont été contre les Raiders et les Commanders qui,
disons-le, sont loin d'être des équipes prétendantes à quoi que ce soit, mis à part un haut choix de première ronde au prochain repêchage. Ah, puis bien sûr là-dedans, une défaite contre les Jets de New York sans Aaron Rodgers pour 99,8% du match. Non, en effet, c'est une vraie bonne entrée en matière, si on veut, pour les Bills. Ils ont été assez choyés d'avoir eu un calendrier relativement facile jusqu'ici, malgré la défaite. Et grâce à cette victoire contre les Dauphins, on réussit à soutirer maintenant la première place dans l'Est de l'Américaine. Josh Allen a connu une incroyable performance, un peu à la Tua Tagovailoa la semaine passée, justement, contre les Broncos. N'a manqué que 4 passes, en a réussi quand même 21 de ses 25, 320 verges totales, 4 touchés et tout ça pour aucune interception. Vraiment, le jeu entre lui et Stefon Diggs est de retour. Stefon Diggs a accumulé 120 verges sur 6 réceptions. Donc, l'attaque des Bills est de retour, explosive plus que jamais. Je regrette peut-être mes mots de début de saison quand j'ai dit que les Bills allaient peut-être perdre un petit peu de leur prestige cette année. En ce moment, ils sont en train de me dire « Shut up, bitch! Oh my God! » Honnêtement, ça me dérange pas, je veux dire. Je reste quand même fan de l'équipe des Bills de Buffalo, même si je pensais qu'ils allaient qu'ils allaient être wash un petit peu cette année. Surtout qu'on va se souvenir de ce match-là parce que c'est certainement que ces deux équipes-là vont se battre pour le titre de division jusqu'à la fin de la saison. Et ça, ce qui va faire la différence, c'est les affrontements entre les deux. Donc c'est sûr que cette victoire-là donne beaucoup de levier aux Bills pour la fin de la saison. Félix, après Toy Story, tes Titans ont décidé de se réveiller, de ne plus être horribles. Ben, surtout que Tennessee étant la définition même de moyen, fallait vraiment rebalancer. Et avec une belle victoire contre les Bengals de Cincinnati qui commence vraiment à montrer des signes vraiment inquiétants. On sait que Joe Burrow est blessé, mais là, il y a des signes vraiment inquiétants là, du côté de Cincinnati. Là, je sais que vous comprenez pas pourquoi Mio est en train de rire, c'est parce que je suis convaincu qu'il a vu ma face quand Pop a osé dire que mon équipe était moyenne. Les Titans de Tennessee, la définition de moyenne. C'est fort. Non. Les Titans du Tennessee, c'est 8-8 ou 8-7, là. Jeff Fisher, du stade Jeff Fisher. Pour l'instant, c'est 2-2, mon dame. Au coup de Mio, non, mais Mio, on s'en reparlera avec ton équipe aussi. Aujourd'hui, les Titans avaient l'air de la meilleure affaire depuis le printemps. Cette équipe-là est frustrante. Cette équipe-là se fait détruire par les Browns. Atomisée par les Browns une semaine. La semaine d'après, Joe Burrow vient à Nashville. Qu'est-ce que cette équipe-là fait? A détruit Joe Burrow. Sérieusement, cette équipe-là va me rendre cardiaque. Si je suis pas déjà cardiaque, elle va me rendre cardiaque. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ils continuent de me faire souffrir semaine après semaine? Et je parle comme un gars qui vient de perdre. Mon équipe a gagné. Je suis détruit encore. Pourquoi ils me font ça? Arrêtez-les. Ils peuvent-tu juste... J'aimerais mieux qu'ils soient tout le temps mauvais, qu'ils me donnent ces... Qu'est-ce que tu penses que... J'ai regardé la game aujourd'hui. Pas d'attente. Non, mais j'ai regardé la game aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses a été ma réaction? Le Super Bowl. On s'en va gagner le Super Bowl. Puis tu penses vraiment que... The Titans are gone the Super Bowl. Ben, les Titans s'en vont gagner le Super Bowl. Ils ont détruit Joe Burrow. Mais parlant de Joe Burrow, qu'est-ce qui marche pas du côté de Cincinnati? On en avait mentionné, c'est pas mal la même formation que l'année dernière. Et là, après la première semaine, on se disait, bon, Joe Burrow avait pas joué la mi-saison, c'était des conditions difficiles. On se rappelait qu'il mouillait beaucoup contre les Browns de Cleveland, donc ça rendait le jeu à rien, vraiment plus difficile. Mais là, on est rendu à la semaine 4, on n'a pas plus de réponses. Et là, c'est vraiment inquiétant là, si vous êtes un fan des Bengals, parce que là, on est en train peut-être d'échapper cette division-là en début de saison, là. Je vais y aller. Ah ben écoute, de un, ça me dérange pas parce que la division n'appartiendra jamais aux Bengals de Cincinnati, équipe frauduleuse. Mais pour rester très franc, honnêtement, peut-être un petit spoiler pour ce qui s'en vient pour moi, mais peut-être que le message du coordinateur à l'attaque ne passe peut-être pas énormément ou ne passe peut-être plus du côté des Bengals. On l'a vu déjà, je pense, pour déjà la 3e fois cette saison, des signes de frustration
plus qu'explicite de la part de Ja'Marr Chase qui chiale constamment semaine après semaine, qui est ouvert constamment, ben fais quelque chose. Va parler à ton équipe au lieu de chialer aux médias parce que clairement, il y a quelque chose qui se passe pas du côté de Cincinnati. Puis, I'm all there for it. Mais écoute, je vais y aller aussi avec 3 mots pour la situation des Bengals. Burrow est blessé. Burrow joue blessé. Burrow est clairement pas à 100%. Il a perdu le mojo de Joe Cool. Et Zach Taylor est une fraude depuis des années et je peux pas croire que personne s'est rendu compte avant aujourd'hui que Zach Taylor est une fraude. Le jour où les Bengals vont le congédier pour engager un meilleur entraîneur, cette équipe-là va tellement être bonne. Mais Zach Taylor n'est pas l'homme de la situation. Parlant d'entraîneurs d'un peu frauduleux qui sont sur le hot seat mais qui ont vu peut-être leur job être sauvé, shout-out à Vance Joseph et les Broncos de Denver qui ont remporté la première édition 2023 du Tank Bowl. Mesdames, messieurs, les Bears de Chicago qui passent d'une équipe qui avait l'air d'avoir prime Aaron Rodgers en première demi et qui s'écroule contre les Broncos de Denver. Il n'y a plus rien à dire. Là. Je pense que du côté des Broncos, on vient peut-être de sauver quelques têtes qui pensaient peut-être rouler parce que s'il fallait qu'on perde contre les Bears de Chicago, là, je pense qu'on aurait exigé du sang un peu. Mais là, du côté des Bears, il n'y a plus rien qui fonctionne. Là. On est rendu c'est 14 défaites consécutives, au moins 25 points donnés à chacun de ces matchs-là. La petite statistique que j'ai vite pour ça, quelque chose que mes amis m'ont fait remarquer cette semaine. Parmi tous les grandes ligues nord-américaines, les Bears de Chicago sont la seule équipe à ne pas avoir remporté de match de saison régulière depuis l'achat de Twitter par Elon Musk. Qui date de genre octobre 2022, genre? Exactement. Oh mon Dieu. Oh. En d'autres mots, ça fait presque 365 jours qu'ils n'ont pas remporté de match de saison régulière. Puis même à ça, même si tu es un partisan des Bears de Chicago, tu pourrais te consoler pour dire OK, mais c'est correct si on perd, on va pouvoir avoir peut-être le premier choix au total, puis on va repêcher Caleb Williams. Non, merci. Non, merci. On pose un Eric Lindros du côté de Caleb Williams. Non, mais c'est dans le sens que ça va prendre combien de carrières puis combien d'échecs à cette position-là pour faire un changement. T'es pas capable de développer un carrière puis c'est pas Caleb Williams qui va venir le sauver. On disait la même affaire de Justin Fields quand lui est arrivé dans la NFL puis on regarde ce qui se passe présentement. Ça n'arrivera pas, là. Non, définitivement. Puis on dirait qu'en ce moment, on y va juste avec vraiment du essai-erreur du côté des Bears. Ça fait dur. Mio, t'étais chaud tantôt. Tu veux qu'on parle de faire dur? Oui, tu veux qu'on parle de faire dur? Je te laisse la parole. Je sais que t'es un fan numéro 1 de Matt Canada. Alright. Vas-y. Alright. T'as quelque chose sur le cœur. Je veux donner du crédit aux Texans de Houston pour cette victoire-là et CJ Stroud, mais du côté de Pittsburgh, là, la défensive ne peut plus nous sauver. Fait que vas-y Mio, je te laisse. Félix parle d'équipe qui lui ferait perdre ses cheveux, le rendre cardiaque. Le problème avec ce que Félix Forget dit, c'est que ce qu'il a peur d'avoir ou d'être, c'est ce que je suis en tant que fan des Steelers de Pittsburgh. Depuis tout aussi longtemps que je peux m'en rappeler, chaque match est un match de Super Bowl. Chaque match est décisif pour la suite des choses. Chaque match détermine si oui ou non les Steelers s'en vont au Super Bowl, dans la victoire comme dans la défaite. J'ai passé des années à regarder l'attaque carry la totalité de cette équipe. On se reposait sur le talent individuel des joueurs à l'attaque. Depuis quelques années, depuis le départ des deux All-Stars, CTE en Le'Veon Bell et Antonio Brown, on se repose sur le talent de la défensive et TJ Watt, le meilleur joueur défensif dans cette ligue, pour carry des matchs. Sauf que, au football, il faut quand même marquer des points. Et la semaine dernière, merci Dieu, la défensive des Steelers en ont marqué des points. L'attaque, pas tant que ça. Alors cette semaine, on se retrouve contre un adversaire qui, on va se le dire, avait... On pouvait les battre, c'était réalisable. Eh bien, mesdames et messieurs, l'attaque des Steelers a décidé que non aujourd'hui. Puis ça fait plusieurs semaines que
nous autres, dans les cercles de partisanerie des Steelers, autant que ce soit sur Twitter, que ce soit en personne, que ce soit dans tout réseau social confondu, Matt Canada ne devrait pas avoir de job en ce moment chez les Steelers. Les Steelers, oui, c'est une organisation qui est fière de la culture et de la consistance. Mike Tomlin, ça fait plus longtemps qu'il est là que je suis envie presque qui est à la tête de l'équipe des Steelers. Mais à un moment donné, il faut passer à autre chose avec Matt Canada. Juste peut-être quelques petites statistiques assez rapidement du côté de l'attaque. Ça, c'est juste dans la première demi, OK? Dans la première demi, l'attaque des Steelers a eu le ballon à 5 reprises. Parfait. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Bon, ben la première série à l'attaque, 8 jeux. Combien de verges au total? 13 verges. On a fini avec une interception. Temps total en attaque? 4 minutes. Parfait. La série suivante, on commence à sa ligne de 25 verges. 3 jeux. 3 jeux. Combien de verges on a? On a réussi à avoir moins de verges que de jeux, c'est-à-dire 2 verges. Comment ça finit? On dégage. 1 minute 28 pour ça. Prochaine possession offensive, on commence à sa propre ligne de 21. Encore une fois, combien de jeux on dit, les gars? 1, 2, 3. 3 pour combien de verges? 2 verges. On finit ça sur un punt, 1 minute 30. Au moins, on est constant de ce côté-là des Steelers. Je suis content. Maintenant, prochaine série offensive, on commence à sa ligne de 28. 5 jeux. Honnêtement, c'est miraculeux pour 21 verges. Et 21 verges, c'est le deuxième plus haut total de verges que les Steelers ont amassé en attaque cette semaine pour 2 minutes 40 d'attaque. Ça, c'est assez excitant, mais pas aussi excitant que le prochain qui a vu les Steelers en 1 minute 16. 1 minute 16 de possession et 5 jeux au total amassés 25 verges. C'est qui est en moyenne 5 verges par jeu. Fire Matt Canada, et honnêtement, c'est... Pour finir un peu sur cette tranche de vie-là, c'est probablement le meilleur karma que j'aurais pu recevoir aujourd'hui parce que ce matin, en m'étant levé, j'ai vu une publication de la NBA sur Twitter qui mettait Rudy Gobert de l'avant. Je l'ai retweeté, puis j'ai tagué Félix dedans. Et mon prochain retweet, c'est « Retweet si tu veux que Matt Canada se fasse renvoyer ». Donc, malheureusement, le karma a frappé aujourd'hui et j'accepte cette défaite. Puis moi, tu vois, j'ai vu Toy Story en me levant ce matin. On a eu des matins différents, tu vois. Ah, mais il y a un autre message ce matin que malheureusement je ne révélerai pas en live, mais malheureusement toi tu n'as pas. Oh. Ok. Je révèle ça même. Oh. Ok. Les couteaux volent bas. Je pense que ma coloc est en crise parce que ça vient de faire une trace sur le plancher tellement le couteau était bas. Fait que Mio, je t'envoie une facture de mon proprio dans les prochaines semaines. Si on veut conclure en rafale ce bloc de la NFL, les Eagles et les 49ers qui sont encore les deux seules équipes invaincues, je pense que si on devait faire une prédiction pour ça serait qui les deux dernières équipes à rester invaincues en saison régulière, je pense que beaucoup de monde aurait parié sur ces deux équipes-là. Pas grande surprise de ce côté-là. On parlait des Titans du Tennessee de Félix tantôt, la sud de l'américaine qui sont étonnamment serrés, malgré tout. Toutes les équipes qui sont à 2 victoires, 2 défaites, même les Jaguars de Jacksonville et les Texans de Houston, 2 équipes avec des destinées et des prédictions vraiment différentes, mais qui se retrouvent au même stade après 4 semaines. Les Lions au top de la division nord de la nationale, ça, j'ai l'air un peu fou parce que j'avais parié sur les Vikings du Minnesota et leur capacité légendaire à gagner des matchs de une seule possession, chose qu'ils ne sont plus capables de faire cette saison. Et shout-out aussi à Khalil Mack qui a fait 6 sacs du corps aujourd'hui pour égaler un record de la NFL aujourd'hui dans un gain des Chargers de Los Angeles. Triple menace de retour pour l'épisode de cette semaine du 2 octobre 2023. Gros échanges dans la NBA. On a eu droit à un classique Washbomb mercredi. Damian Lillard qui, après plusieurs années, a passé l'intégralité quasiment de la décennie 2010 avec les Trail Blazers de Portland. Monsieur Loyauté, c'est terminé. Et non, ce n'est pas avec le Heat de Miami.
c'est bien avec les Bucks de Milwaukee qui va poursuivre sa carrière. Et pour jaser de cet échange, il y a un peu des ramifications qui tournent autour de cette histoire. Ben, on a l'immense honneur d'avoir avec nous aujourd'hui fondateur et rédacteur en chef du site Alley-Oop 360 en direct de son futur cellier dans la ville de Québec. Liam Wood avec nous, a.k.a. Bossman pour les intimes. Liam, comment ça va? Hey, ça va tellement bien. Je suis tellement content d'être là avec vous les boys. Merci de l'invitation. Écoute, premier invité de l'histoire de la Triple Nana, c'est vraiment le fun que ce soit toi qui est avec nous aujourd'hui. Mais juste pour jaser un peu du contexte de l'échange, Damian Lillard qui passe officiellement du côté des Bucks de Milwaukee avec dans un échange à 3 équipes qui inclut aussi les Bucks de Milwaukee, les Trail Blazers de Portland et les Suns de Phoenix. Je vais poser la question à Liam pour commencer, mais Mio, Félix, vous pourrez peut-être ajouter vos premières réactions sur cet échange-là, quand même à 3 équipes qui vient chambouler vraiment l'état des forces du côté de la NBA, là. Ouais, la réaction initialement, ça a été what the fuck, si je peux me permettre, là, parce que c'était une surprise. On s'attendait pas du tout à ce que Dame se rende du côté du Wisconsin. On s'entend tous que on avait comme idée que c'était done deal entre Miami et Portland, mais finalement, ils ont un peu tiré le tapis dans dessous des pieds de Pat Riley puis de l'état-major à Miami. Mais écoute, moi, si je suis un fan des Bucks, présentement, je suis tellement heureux de cette nouvelle-là. Ça vient apporter une dynamique totalement différente au jeu sur le terrain. Puis on s'attend aussi que précédemment, Damian Lillard avait dit que c'était Miami ou rien, mais il y aurait eu comme rapport par notamment Mark J. Spears qu'il y avait des discussions en fait entre Miami et je veux dire entre Damian Lillard puis Milwaukee, entre Damian Lillard puis d'autres franchises dont les Nets, comme quoi finalement, écoute, ça n'a pas fonctionné, les pourparlers avec Miami, je serais ouvert à tout de même me présenter au camp d'entraînement de vos équipes, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc ça a ouvert la porte grande ouverte pour les Bucks qui ont sauté sur l'opportunité. Écoute, ils ont laissé partir un grand morceau de leur franchise, on s'entend, là, on peut en reparler de Jrue Holiday qui a dû quitter, mais comme ça, là, si j'avais une note à remettre aux Bucks qui, eux, ont reçu seulement qu'un item dans toute cette transaction-là. Ils n'ont pas reçu de choix. Il n'y a rien sur leur colonne à eux. Ce n'est que Damian Lillard qui figure au sommet. Puis c'est suffisant pour un A+, à mes yeux, là. Moi, de mon côté, je suis un peu plus sceptique que toi par rapport à ça. Puis on va tout de suite commencer à se lancer des mots, là, parce que je suis prêt pour ça. L'ajout de Damian Lillard est excitant pour l'attaque. Puis d'une part, je peux comprendre, Milwaukee était très au milieu de la ligue pour ce qui est de l'attaque, mais j'ai un peu peur maintenant pour le côté défensif du ballon. Giannis reste un excellent joueur défensif, annuellement parmi les candidats pour joueur défensif de l'année, mais j'ai l'impression que Jrue Holiday était ce qui rendait cette défense peut-être dans une coche au-dessus du reste. Mais ouais, ça reste que je pense que Milwaukee pourrait bien s'en tirer tout de même. Oh, je serais pas en désaccord avec ça. Vas-y, Félix. Non, puis je pense aussi que l'important pour Milwaukee, depuis le début de l'été, on parle de Giannis Antetokounmpo, l'espèce de bruit qui veut comme pas mourir, comme quoi, peut-être malheureux, peut-être qu'il veut enfin avoir de l'aide, peut-être tanné un peu de pas pouvoir goûter à des championnats. Il fallait faire quelque chose pour que Giannis soit heureux, que Giannis ait envie de rester. Et quoi de mieux qu'aller chercher Damian Lillard, qui en ce moment était peut-être le meilleur gars à aller chercher sur le marché. Je pense pas que tu aurais pu aller chercher un joueur vedette de la trempe de Lillard autrement qu'en allant chercher Lillard. Les Bucks que personne ne voyait venir ont trouvé un moyen, je pense, de rendre Giannis content. On sait que Lillard voulait jouer avec Giannis depuis un petit moment déjà en plus. Je pense que les Bucks ont saisi la bonne affaire, ont compris que Portland et Miami, il n'y avait pas de transaction à faire là. On est allé se mettre le nez dans le deal. Oui, Jrue Holiday, ça fait mal, mais selon moi, il n'y a aucune discussion. Damian Lillard est un bien meilleur meneur que Jrue Holiday. Et cette équipe-là vient d'aller chercher une vraie gâchette offensive qui va pouvoir donner un peu de repos à Giannis Antetokounmpo. Moi, ce que j'ai vraiment hâte de voir, là... Je vais renchérir un peu sur un point que Félix a soulevé, puis je vais juste poser la question un peu. Est-ce que la sortie médiatique un peu de Giannis Antetokounmpo, justement, qui disait moi, tant que je peux gagner, je vais rester avec vous autres, puis si j'ai une meilleure opportunité de gagner ailleurs, je vais la prendre. Si Giannis ne fait pas cette sortie-là dans les derniers jours, est-ce que Damian Lillard est un membre des Bucks en ce moment? C'est une très bonne question. Non. Excellente question. Je suis d'accord avec Félix, moi je pense pas non plus.
Okay? Non, moi je pense pas. Je pense que Giannis, c'est un message clair. Il sait que ses mots ont beaucoup de poids, surtout dans une ligue comme l'NBA où est-ce que les joueurs ont tellement de pouvoir. Aller sur une sortie publique comme ça, dire volontairement, dire ouvertement que tu veux de l'aide, tu veux que quelqu'un vienne t'aider, c'est de mettre de la pression, c'est de mettre la pression tombe immédiatement sur l'état-major de l'équipe qui maintenant est un peu comme forcé parce que la menace de voir Giannis partir est trop grande, surtout pour un petit marché comme Milwaukee qui est pas nécessairement la destination la plus prisée non plus. Je pense que ça a forcé un peu les Bucks à agir et je pense que les Bucks en ressortent une meilleure équipe suite à cette sortie-là de Giannis. Ils ont agi immédiatement aussi. Ça a été moins d'une semaine, je pense, après ces commentaires-là desquels Pop y a parlé. Puis ça ajoute aussi des munitions dans l'arsenal des Bucks qui, eux, à la prochaine négociation de prolongation de contrat, peuvent dire, ben regarde, à chaque fois que tu fais des sorties publiques comme celle-là ou que implicitement tu fais des commentaires de ce genre-ci, nous on répond toujours avec, ils l'ont fait avec Jrue Holiday en 2020, ils sont allés se procurer Jrue Holiday, ça a amené un championnat l'année suivante. Tout ça pour dire que eux, les Bucks, là, en plus de signer ses frères, on parle de, oui, Thanasis Antetokounmpo qui est là depuis un moment, mais là on vient aussi ajouter Alex Antetokounmpo. On est d'accord les quatre pour dire que aucun de ces deux joueurs-là est dans la NBA, fort probablement, sans Giannis. Fait que les Bucks, ont des arguments béton, eux, à la prochaine table de négociation. Puis ça, c'est une des raisons pourquoi ils ont fait cette manœuvre-là. En plus d'évidemment se donner une crise de belle option. J'aurais arrêté, pardon. De belle option sur le championnat. Mais je me demandais vite fait de même, là, on peut parler aussi de ce que Boston a fait par la suite, mais dans l'Est, est-ce que Milwaukee n'est pas favorite immédiatement? À mes yeux, à mon sens, ils le sont. Définitivement. Oui, puis je pense que c'est même pas une question non plus, dans le sens où cette équipe-là était déjà bonne. Puis là, on vient d'aller chercher peut-être un gars qui, en santé, est un des 15, voire même peut-être 10 meilleurs joueurs de la NBA. On a 2 des 15 meilleurs joueurs de la NBA d'un coup dans la même équipe. On a même un Chris Middleton pour les aider, puis on a quand même des Brook Lopez autour, puis on a un bon noyau de soutien. Je pense que les Bucks sont favoris dans une conférence qui n'est peut-être pas aussi forte qu'elle a été dans les dernières années. Peut-être juste les Celtics qui sont une menace, puis on va en reparler un peu avec Jrue Holiday. Mais je pense que les Bucks ont vu leur fenêtre, ont vu qu'Giannis voulait de l'aide. C'était vraiment l'occasion parfaite. C'était un mélange de plein d'affaires pour eux et c'était une occasion qu'ils ne pouvaient pas nécessairement laisser passer. C'est où l'on a vu à ce Non, niveau-là. exact. Imaginez vite, là, OK? Le pick and roll entre ces deux joueurs-là, comment ça peut être. Imagine, t'es un joueur de centre, un joueur d'intérieur, plus ou moins mobile, mettons, je sais pas, genre style Rudy Gobert, on s'entend là-dessus? Pourquoi encore lui? Mettons là-dessus, puis là, voir Giannis arriver à toute vitesse sur le pick and roll, puis là, c'est dévastateur. Je veux ajouter à ton point, justement, vite fait, là, Giannis n'a jamais eu un point de garde de cette trempe-là dans le passé. Des Eric Bledsoe, des Jrue Holiday, c'est bien beau défensivement. Mais je veux jouer un peu l'avocat du diable, même si j'adore Holiday, il faut pas faut pas penser que je l'aime pas, c'est tout le contraire. Mais en série éliminatoire, des fois, il y avait de la difficulté avec son attaque, avec son efficacité offensive. Même s'il y a eu des jeux historiques pour la franchise des Bucks, il faut pas l'oublier, il y a eu des jeux historiques pour la franchise dans leur parcours qui a mené vers un titre. Mais il n'y avait pas le jeu, le oomph offensif que Damian Lillard peut apporter parce que, comme tu l'as dit, c'est une gâchette qui peut tirer de n'importe où à n'importe quel moment. Puis Giannis, c'était pas un joueur, je peux vous sortir une stat vite fait, c'est pas un joueur qui opère beaucoup dans le pick and roll en tant que deuxième morceau du pick and roll, c'est-à-dire celui qui pose l'écran et non celui qui a le ballon en main. 12% seulement de ses possessions l'an dernier, possessions offensives qui ont mené à des paniers, étaient lorsqu'il était le deuxième membre du pick and roll. C'est-à-dire que c'est très très peu. Si tu compares ça à des joueurs comme Rudy Gobert, justement, qui peuvent aller chercher presque 50% de leur panier de cette façon-là, Giannis peut être une force, oui, parce qu'on s'entend, la majorité de ses paniers, il va les chercher en transition, parce que c'est le meilleur joueur de transition de la NBA. Mais dans le pick and roll, j'ai l'impression qu'il pourrait arriver à un pourcentage qui est suffisant pour faire en sorte qu'il soit le meilleur joueur de pick and roll de la NBA aussi. Oui. Avant de passer justement avec ce qui se passe avec Jrue Holiday et les Celtics de Boston, on va juste rappeler un peu
toute la ramification un peu de cet échange-là. Les Trailblazers de Portland échangent Damian Lillard, obtient Drew Holiday, on en a mentionné. On obtient DeAndre Ayton, ancien premier choix total dans l'NBA il y a quelques années. Toumani Camara, qui est une recrue en provenance des Suns de Phoenix. Un choix de première ronde en 2029 non protégé à mentionner, et des droits de permutation de choix en 2028, non protégés en 2028 et en 2030. Du côté de Phoenix, on reçoit Yusuf Nurkic, Grayson Allen, Nazir Little et Keon Johnson. Et je veux juste ramener un peu du côté de Portland parce qu'on vient de se débarrasser d'un joueur de franchise légendaire du côté des Trailblazers, et je trouve que on a quand même fait pour un directeur général qui avait un peu les mains liées en début de processus de négociation, justement d'échange. Je trouve que on obtient quand même quelque chose de propre, surtout qu'avec un gars comme DeAndre Ayton qui va pouvoir être un meneur pour des Shaedon Sharpe ou dans une jeune équipe des Trailblazers. Je pense qu'il y a peut-être de quoi qui se construit quand même d'intéressant du côté du Nord-Ouest américain. Il faut leur lever mon chapeau, à mon avis. Joe Cronin a fait un excellent travail avec les Mainly, comme tu l'as dit, parce que au départ, on s'attendait à un retour qui ressemblerait à quelque chose comme Tyler Hero, Nikola Jovic, deux jeunes joueurs du Heat, et quelques choix au repêchage. Mais rapidement, on a vu que ce serait pas suffisant à ses yeux. Là. Ça a été assez véhément aussi comme réponse là, d'aller chercher Drew Holiday, d'aller chercher des pièces qui ont une bien plus grande valeur sur le marché après, de revente. Donc, chapeau à eux. Puis, tu parles de DeAndre Ayton, il ne faut pas le sous-estimer. Là. On croit à Portland qui va pouvoir devenir un centre de niveau top 5 dans la NBA, ce qui est amplement possible pour, je crois qu'il a toujours 25 ans seulement. Là. Donc, il n'a pas encore atteint l'apogée de sa carrière. Puis après ça, c'est pas encore fini même. On peut donner leur note déjà si on veut aux Blazers, mais il y a encore Malcolm Brogdon qui est tout de même intéressant pour un prétendant au titre. C'est sûr que là, il y avait eu quelques questions au niveau de sa santé. Là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, pas l'année passée, non, c'est pas vrai, c'est à la dernière date limite des transactions. Les Clippers, à la dernière seconde, avaient eu, en anglais on dit cold feet, là. Il y avait eu la frousse un peu, là. Ils ont décidé de ne pas transiger pour Malcolm Brogdon. Ça a permis ensuite aux Grizzlies de s'insérer dans une transaction avec les Celtics qui a éventuellement, évidemment, amené Marcus Smart du côté de Memphis puis Kristaps Porzingis du côté des Celtics. Là, Malcolm Brogdon, il pourrait ramener des choix de premier tour aussi. Ça pourrait être un retour similaire à ce que les Timberwolves, là, que Félix aime tant, ont reçu pour Rudy Gobert, plusieurs choix de premier tour, et les Suns de Phoenix avec Kevin Durant, qui eux aussi ont eu plusieurs choix, qui ont donné plusieurs choix pour se procurer les services de KD. Ça fait en sorte que là, on regarde ça, ils ont 3 choix de premier tour plus 2 permutations qui sont très lointaines. On ne sait pas ça va ressembler à quoi en 2028-2030. Mais il y en a un que j'aime moins par contre. Je ne sais pas si tu l'as mentionné, Pop, mais le choix de 2024, c'est via les Warriors. Et qu'on ne sait pas si ça va être le genre de fin de première ronde, là, mais tout de même, on peut renflouer nos coffres à Portland instantanément un peu, là, ce qu'on aime faire quand on se débarrasse d'une star de cette ampleur-là. Là. Donc, tant mieux pour eux. Je suis content qu'ils ne soient pas sautés sur la première opportunité de Tyler Hero et compagnie. Là. Moi, je vais t'avouer que Tyler Hero est, à mon sens, un glorified six-man, un Jordan Poole, le Jordan Poole de l'Est. En DeAndre Ayton, tu vas chercher un vrai centre de qualité et pas juste un gars de banc qui est juste capable de marquer des points et défensivement est à peu près aussi bon que moi. Dans la NBA. Tyler Hero est vraiment très surestimé. DeAndre Ayton, je pense qu'un changement d'air va lui faire du bien. On l'avait vu avec l'offre hostile des Pacers. On l'avait vu. Il y avait de la frustration, ça marchait plus pour lui à Phoenix. Je pense que changer d'air, ça va lui faire du bien. Top 5 centre, c'est peut-être un peu. Je pense qu'on tire un peu du côté de Portland. Mais j'aime. On sait que des centres peuvent prendre un peu plus de temps à se développer. Puis Ayton, on parle quand même d'ancien premier choix au total. Ça reste quand même un gars qui avait un certain pedigree quand il est arrivé. Là, on le change d'environnement. On l'amène dans un environnement où est-ce qu'il va être avec Scoot Henderson, avec Shaedon Sharpe, et avec tout ce noyau de jeunes-là qui va pouvoir être, sans être le mentor, mais être un peu le grand frère de ces jeunes-là. J'aime beaucoup la chaise qui revient à Ayton. Et je trouve que c'est beaucoup plus avantageux que Tyler Hero qui... Tyler Hero, vraiment, là. Il y a encore des gens qui croient que Tyler Hero est un vrai joueur partant, là. Non, arrêtez-moi ça. Dans la même catégorie que TJ Warren et Jamal Murray en tant que légende de la bulle d'Orlando.
Oui, back in oui, the days dans- en 2020. Mais on parle beaucoup de gagnants de cette transaction-là. Je pense que le plus gros perdant, ça reste quand même le Heat de Miami qui ont essayé peut-être d'attendre un peu que cette transaction se fasse pour faire d'autres mouvements. Mais là, on se retrouve les mains vides, avec moins de joueurs, Argentin. avec une run au championnat qui a coûté beaucoup en énergie, qui sera peut-être très difficile à refaire l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on fait du côté de Miami pour essayer de se racheter un peu, parce que ce n'est pas juste Jimmy Butler et compagnie qui vont faire en sorte qu'on va retourner en finale dès l'année prochaine. Ben, écoute, malheureusement, cette compagnie-là qu'on a connue durant le parcours du Heat l'année passée sont toutes parties. Fait que maintenant, c'est l'heure de refaire les devoirs, de retourner dans la filière de la G-League pour trouver d'autres bums pour entourer Jimmy Butler, parce que ça s'enligne mal pour le Heat. Honnêtement, être dans leur position, je pense, je me creuserais un trou, je me planterais la tête là-dedans, parce qu'honnêtement, ça doit être... Après Dennis Schroeder, ça va être un des plus gros bag fumbles dont j'ai été témoin dans les années... Mais c'est pas le premier, là. On parle aussi de Damian Lillard, oui, mais de Bradley Beal précédemment, qui avait démontré un certain intérêt envers Miami. C'est vrai. Puis même, dans le passé, même Kevin Durant aussi, c'était une de ses destinations de choix. À chaque fois qu'il y a une vedette qui mentionne Miami, on réussit pas à concrétiser le tout. Fait que, en tant que fan du Heat, on aurait droit d'être piste contre Pat Riley, je crois. Ouais, mais la culture du Heat, la culture du Heat. Ah, ben, elle les traînera pas en finale une autre fois. Cette Heat culture, Non. elle Mais a mais- accompli son travail mais déjà. Mais la culture du Heat, moi c'est ça qu'on m'a répondu tout le temps. La culture Ben, la du culture Heat. Non, c'est mais tellement pense important à la qu'ils en ont culture du fait, qu'ils en ont fait un jersey absolument effroyable. Pense à la culture du Heat. Udonis Haslem, il est parti avec la culture. Il l'a amené chez eux et dans son salon. Dans la maison de dans retirement home, dans un CHSLD probablement, quelque part. Maintenant, Ah, non, ça doit pas être le fun pour le Heat pantoute. C'est comme tu disais, Dame était tellement... C'était quasiment presque garanti tout le long de la saison morte. Puis là, ils ont rien. Ils ont RJ Hampton. Comment tu vas être satisfait? Rien contre RJ Hampton, mais... Voyons. Il y a eu la pire Arrêtez-moi entre-saison. ça, là. Les Raptors ou le Heat. Puis tu restes avec Tyler Hero en plus. Tu restes avec Tyler Hero. Non, mais comme sixième C'est sa homme, chance il de fait t'en un peu le débarrasser. travail. Non, mais c'est ça. Oui, mais... Je veux pas défendre Mais en mon même chien, temps, mais sixième il est homme- capable. Ouais, mais c'est un sixième homme sur un gros deal aussi. Mais en même temps, tu vois aussi Milwaukee qui va être un obstacle sur ton chemin, qui s'améliore vraiment. Tu vois même Boston s'améliorer justement avec Joe Holiday qui reçoit, qui s'en va du côté de Boston. On a donné beaucoup dans les dernières semaines justement pour donner un peu plus de profondeur à Jason Tatum et Jalen Brown, avec notamment Tingus Pingus pour les intimes et Kristaps Porzingis. Est-ce que Boston a maintenant la recette idéale pour peut-être venger sa défaite en finale de 2022 contre les Warriors de Golden State? Tu as remplacé essentiellement un joueur défensif de l'année pour un autre meneur de jeu qui a le calibre d'un joueur défensif de l'année. Si on parle de Marcus Smart, qui a été permuté techniquement pour Jrue Holiday. Mais en plus, on a réussi à aller chercher Kristaps Porzingis dans tout ça. C'est juste que ça nous a coûté Robert Williams, ça nous a coûté des choix repêchage qui, bon, aux yeux de Brad Stevens, ne doivent pas valoir tant que ça quand on est dans une position aussi propice à la prétention d'année en année. Fait que je me dis, est-ce que Jrue Holiday va vraiment faire la différence vis-à-vis Marcus Smart? Lequel des deux, est-ce qu'on qualifie de meilleur en 2023? Là? Jrue a 33 ans. Comme j'ai dit, je l'adore. Défensivement, peut-être même sur certaines possessions, meilleur que Smart. Les deux ont leur qualité, mais Smart a des mains qui sont parfois moins bonnes. Jrue a des pieds aussi qui peuvent être plus rapides. Je vois pas un si gros gap entre les deux. C'est pas le titre de défenseur de l'année qui rend Marcus Smart si meilleur défensivement que Jrue. Fait que dans ce sens-là, je me dis, est-ce que c'est un upgrade? Moi, je vois plutôt ça comme un remplacement. Derek White comme meneur de jeu aurait peut-être pu faire le travail, peut-être pas au même niveau que ni Smart ni Holiday, mais comme deuxième meneur, là ça va être un peu plus c'est le rôle dans lequel il excelle là, dans sa niche. Fait que je me dis, Porzingis dans le 5 partant comme power forward, comme centre, ça ressemble à quoi là? Parce qu'on a plus Robert Williams, on vient de signer Wenyen Gabriel, mais oui, il a bien fait pour le Soudan du Sud à la Coupe du Monde, mais c'est pas ton centre partant du tout.
Il faut pas les sous-estimer. Leur première qualification aux Jeux Olympiques ever. Peut-être qu'ils vont finir 47e. Mais quand même aussi, c'est prendre en compte que Kristaps Porzingis va rester en santé. Et ça, c'est probablement, ça va être ça le plus gros point d'interrogation pour les aussi. Fait que on aura beaucoup de points d'interrogation encore du côté des Celtics de Boston pour les prochaines semaines. Rapidement, si vous avez à donner une note sur 10 sur tous les parties impliqués, que ce soit de Portland, Phoenix, Boston, Milwaukee, rapidement, à quel point vous évaluerez, mettons, sur un 10, tous les membres impliqués dans cet échange-là? Je pense pour ce qui est de Milwaukee, je pense un solide 8,5 quand même. Autant que j'ai soulevé la question de la défensive de Jrue Holiday qu'on perd. L'upside est là, puis je veux dire, c'est un power move pour aller gagner un championnat. Pour ce qui est de Portland, honnêtement, je pense, tu sais, on est loin d'avoir tous les résultats de ça, mais si on y va avec un truc un petit peu d'emblée, j'irais avec un 9.5. Je pense ironiquement, on prend bien exemple sur le Thunder qui a complètement déconstruit cette équipe à cause de Damian Lillard au passage et de juste renflouer ses coffres en termes de choix au repêchage. Pour ce qui est de Phoenix, honnêtement, je sais pas, moi je dirais peut-être honnêtement un 8, je veux dire. J'aime les joueurs qu'on est allé chercher. Puis la grosse question qu'on soulevait par rapport aux Suns, c'est avec tous les contrats qu'on a offerts à nos joueurs vedettes cet été, qui est-ce qu'on allait chercher pour jouer en sortie de banc? On a quelques noms ici qui vont certainement faire partie de cet alignement-là. Je suis d'accord avec toi sur à peu près tout ce que tu viens de dire. La seule différence, c'est pour les Suns. J'aime pas ce que les Suns font là-dedans. J'aime pas Jusuf Nurkic. J'embarque pas dans le trip Jusuf Nurkic. Je pense que le downgrade au centre est assez important, peut-être plus qu'on pense. Oui, on va chercher de la profondeur de banc, mais... Puis il coûte moins cher. Jusuf Nurkic, il coûte moins cher, c'est sûr. C'est comme on n'a pas grand manœuvre non plus, là. Non, c'est ça. Phoenix joue le rôle de facilitateur là-dedans. C'est la troisième partie. Je sais pas. Je vois pas... je vois le downgrade. Peut-être que je le vois trop gros, mais je pense que de Ayton à Nurkic, c'est un bon drop et je pense que ça va se sentir dans l'alignement partant des Suns. C'est sûr, c'est plus le même joueur qui était après ses blessures, notamment la grosse blessure au tibia. Mais on s'attend aussi que le fit va être meilleur. Il ne demandera jamais le ballon comme Ayton, lui, le demandait. Il demandait un plus grand rôle. Il va l'avoir son plus grand rôle. Écoute, va à Portland, va marquer 24 points, 12 rebonds, puis va perdre 60 matchs, puis j'espère qu'il va être heureux avec ça. Nurkic, lui, va être heureux avec un potentiel titre de championnat entre les mains. Écoute, il va se faire... son but, dans le fond, c'est d'être un gros corps pour opposer à Nikola Jokic. Il y en a, j'ai vu sur Twitter, qui disaient « Ouais, mais Ayton, il a fait de la bonne défensive contre Jokic. Personne ne peut arrêter Jokic. On s'entend-tu? Donc, tant qu'à ça, pourquoi pas juste lui lancer un gros corps dessus, puis hope for the best. » C'est vrai, j'ai comme oublié que tu étais le président du comité partisan de Nikola Jokic. C'était comme toi qui chauffait le bandwagon train de Jokic. Oui, cofondateur et rédacteur en chef du Nikola Jokic Fan Club. Écoute, Liam, merci infiniment d'être passé nous voir. T'es le bienvenu au Coca n'importe quand on se fera des événements de la Triple Menace. Puis on invite tout le monde à aller suivre ce que tu fais avec toi puis nos chums sur Alley-Oop 360. T'en passes quand tu veux, puis on va te souhaiter une excellente soirée, mon gars. Merci les gars, c'est un honneur. Je vais faire une dernière petite annonce vite faite là. Je vous drop un gem exclusif. Personne ne l'a entendu avant ici. Les t-shirts Alley-Oop, dont celui que je porte en ce moment, drop officiellement sur le site web alleyhoop360.com le jour de l'Action de grâce, le 9 octobre. Vous l'avez entendu. On en prend bien note, allez acheter ça, allez supporter. Support local, techniquement. Techniquement, support local. Oui. On supporte local à 100%. Puis, oui, il y a un peu de chauvinisme là-dedans. On s'est tous connus sur Alley-Oop 360. C'est un peu de chauvinisme, mais on aime aider du monde qui nous ont aidés un peu aussi. Puis, Alley-Oop aura toujours une place spéciale dans le podcast. Donc, Liam, merci beaucoup d'être passé. Puis, on s'en parle très bientôt.
Merci beaucoup Liam. On passe du segment basketball au segment hockey sur glace parce que à quoi bon recevoir Liam, bien sûr natif de Gatineau, si ce n'est pour parler des sénateurs d'Ottawa qui sont un peu dans les nouvelles encore une fois pour tout ce qui est de jaserie contractuelle. On a parlé il y a quelques semaines que les sénateurs auront de gros contrats à payer dans les années à suivre et il se peut qu'il y ait un contrat qu'on ait besoin, pour lequel on aurait besoin de faire de la place dans le fond, si on m'excuse un peu la phrase. Mais Shane Pinto qui en ce moment connaît des pourparlers un petit peu troublants avec les sénateurs. Les gars, qu'est-ce qui se passe un peu dans ce dossier-là? Ben là, c'est sûr que là, du côté de Shane Pinto, on essaye de s'entendre et des sénateurs d'Ottawa, on va essayer de le ramener, mais là, on n'a plus l'espace sur le cap salarial, la signature d'un gars comme Jake Sanderson un peu plus tôt a fait en sorte que on s'est mis un peu la main autour du cou du côté des sénateurs et là on se retrouve peut-être avec une situation où il va falloir faire de la place éventuellement pour signer Shane Pinto qui est justement âgé de seulement 22 ans qui est agent libre avec restriction. Il y a quelques rumeurs dans les derniers jours qui parlent peut-être d'une transaction peut-être avec une équipe comme les Flyers de Philadelphie pour peut-être bouger le contrat de Mathieu Joseph pour essayer de libérer du cap salarial et de pouvoir signer Shane Pinto. Mais on s'y attendait éventuellement parce que on en a parlé il y a quelques semaines, les Sens qui sont une des seules équipes qui vont avoir 4 joueurs payés au-dessus de 8 millions de dollars d'ici, pas la saison qui s'en vient, mais l'autre suivante. Et ça n'inclut pas encore le défenseur Jacob Chikrin qui reste 2 ans d'année à son contrat de 4,6 millions. Donc, du côté des Sens, il y a encore du travail à faire du côté de Pierre Dorion pour amener ce casse-tête-là, mais je pense qu'il y a certaines équipes là, qui cherchent un peu à se reconstruire un peu, qui pourraient saliver un peu pour profiter de la situation précaire économique des sénateurs d'Ottawa pour peut-être accélérer leur reconstruction. Non, puis t'avais aussi ce qu'Elliott Friedman avançait hier, comme quoi la dernière offre des sénateurs était d'1 an pour 1 million de dollars. Pendant que le joueur, lui, veut 1 an à 2,5 millions de dollars. Quand même une bonne différence entre les deux. Je sais pas comment les sénateurs comptent régler ça à court terme parce que Mathieu Joseph, dans un match préparatoire contre le Canadien cette semaine, je veux dire, avait l'air de Connor McDavid pendant une période. Il volait sa glace. Le gars voulait faire monter sa valeur. Ça va être difficile pour les sénateurs parce que la relation est peut-être en train de se fragiliser. Il y a de la frustration dans les deux camps. Ça, Friedman a été bien clair à ce niveau-là. Rappelons que Pinto ne peut pas recevoir d'offre hostile parce qu'il est un agent libre avec restriction de type 10-2. Donc, il n'a pas accumulé assez d'expérience pour être éligible à une offre hostile. Donc, on peut malheureusement oublier une offre hostile du Canadien pour aller le chercher. Mais c'est très particulier comme situation. Je sais pas qui a peut-être les calculs à Ottawa. Je pense que les calculatrices ne fonctionnent peut-être pas dans le coin. Mais il y a quelqu'un qui a comme oublié de compter l'argent de Pinto. Je comprends pas comment on s'est mis dans cette situation-là. Il me semble que c'était quelque chose à prévoir. Je sais pas. Je sais pas, est-ce que les cours d'administration demandent les maths SN ou demandent les maths CST? Peut-être on a la réponse. Peut-être que ça demande rien. Peut-être que ça demande pas de maths. I'm afraid we need to use math. Mais écoute, c'est une situation difficile à prévoir, oui et non, dans le sens que quand on a repêché Shane Pinto il y a quelques années, on ne s'attendait pas à ce que le cap salarial aurait bougé de seulement des pincettes depuis son repêchage. Puis là, on voit des conséquences. Heureusement, dès l'année prochaine, on va avoir le cap salarial qui va enfin monter à partir de l'été prochain. Et là, c'est ça. On voit un peu des équipes un peu qui tentent de faire les pieds et les mains jusqu'à la toute fin pour essayer de survivre un peu dans ce contexte de cap salarial qui refuse de bouger depuis quelques années. Ouais, puis en même temps, tu dis ça, puis tu regardes dans les derniers mois, il y a tellement de gros contrats qui ont été signés, puis je dis pas que le contrat de Tim Stützle était une erreur ou que celui de Jake Sanderson était nécessairement une erreur, mais ces gros contrats-là ont été signés, puis on savait que la réalité était là. Le contrat de Mathieu Joseph était horrible presque au moment où ça a été signé.
En tout respect pour le joueur, évidemment, mais c'est ce genre de contrat-là qui finissent par te menotter, surtout quand tu signes des jeunes avec des gros contrats très rapidement dans leur carrière. C'est dommage que Pinto et les Sénateurs en soient rendus là, parce que c'est un excellent jeune joueur et les Sénateurs ont besoin de lui. Il fait partie du futur de l'équipe. Vraiment, je me demande comment Pierre Dorion va régler ça, parce que les autres équipes savent aussi que Ottawa est dans le trouble, et on va pas juste prendre Mathieu Joseph pour rien. On sait qu'on a le gros bout du bâton, puis on va demander beaucoup, évidemment. On va profiter de ce levier-là. Donc, Pierre Dorion a du beau travail qui l'attend dans les prochains jours. Non, définitivement. Certains journalistes parlaient peut-être de l'acquisition peut-être d'un choix de première ronde, justement pour faciliter l'arrivée de Mathieu Joseph, peut-être même d'un espoir un peu équivalent, peut-être un gars comme Tyler Boucher qu'on est allé chercher il y a 3 ans du côté des Sénateurs d'Ottawa, mais c'est sûr que il y a quelque chose qui va se faire de ce côté-là, puis on va espérer pour eux qu'on trouve une solution avec Shane Pinto qui, sans être le gars qui est à l'avant-plan un peu de ce rebuild-là, va quand même être une pièce maîtresse de qualité, du moins de profondeur pour les Sens dans les années. Ouais, non, définitivement. Pour rester, bien sûr, dans le portrait de l'Atlantique, on va aller au sud de la frontière, parce que au trouble dans la baie de Tampa, Tampa Bay, le Lightning, qui encore une fois cette année devrait faire partie des favoris, non seulement pour la division Atlantique, mais pour le titre. On complique un peu la donne pour les premiers mois de la saison régulière, parce que le gardien étoile Andrei Vasilevskiy va être sur la touche pour les 2 à 3 premiers mois de la saison. Est-ce que, là je demande vraiment votre opinion très sincère les gars, est-ce que ça change la donne pour Tampa Bay, ou est-ce que au contraire l'aspect gardien de but peut facilement être remplacé par quiconque dans l'échiquier ou peut-être sur le marché des transactions? Non, Vasilevskiy n'est pas remplaçable de façon évidente. Vasilevskiy en santé est très possiblement le meilleur gardien de la LNH. Des Sorokin, des Shesterkin qui ont peut-être leur mot à dire, mais Vasilevskiy en santé, c'est probablement le gardien qui fait le plus peur de toute la ligue. Puis c'est surtout un gars qui, dans les dernières années, jouait tellement de matchs qu'il faisait en sorte qu'être le gardien numéro 2 du Lightning, c'était presque une job à être payé pour rien faire. Brian Elliott et ses très vieilles jambes ont assumé le rôle pendant plusieurs années. C'était Légende vraiment des Blues, par contre. Légende des Blues, Brian Elliott, en tout respect pour lui. Et il a fait un magnifique arrêt contre le Canadien à un moment donné, l'année passée, ou il y a 2 ans, je crois. Pas aussi, genre, dans la dernière ronde du repêchage aussi de 2003. Ça, là, tu vas un petit peu trop loin. Je pense que j'ai une bonne mémoire, mais tu vas un peu trop loin. C'est ça, quelque chose que je regardais back then avec NHL Interesting Fact avec Mio. Vous l'aurez entendu ici d'avance. Mais oui, je reviens un peu à Vasilevskiy. À Tampa Bay, en ce moment, on n'a pas vraiment d'option. On ne trouvera pas d'option pour remplacer Vasilevskiy, mais à court terme, on a Jonas Johansson qui... je me souviens, je pense que c'était un journaliste des Sabres ou de l'Avalanche qui le couvrait il y a quelques années, qui disait littéralement « C'est le pire gardien que j'ai jamais vu. La technique est absolument horrible. On dirait qu'il guesse à chaque fois qu'une rondelle vient vers lui. » Et Hugo Alnefeld qui, oui, est un bon gardien prometteur dans l'organisation, mais prometteur parce qu'il n'est pas prêt encore. C'est pas pour rien qu'il est encore juste un espoir prometteur. On va probablement essayer de se tourner vers le ballottage, essayer de trouver un gardien dans les prochains jours. Si un gardien devait passer au ballottage, est-ce que Caden Primo à Montréal pourrait être une option? Je vous pose la question. Mais sinon, peut-être que ça pourrait être par une transaction. Jake Allen va coûter un peu trop cher. Je pense à lui qui me vient en premier, mais un gars comme Dan Vladar à Calgary pourrait être une option aussi à Tampa Bay. Donc, Julien Brisebois va devoir être créatif, considérant qu'il n'a pas beaucoup d'argent non plus. Avec lequel il va pouvoir travailler pour régler son problème. Non, c'est ça, parce que ce qui est dommage pour le Lightning, et heureusement en même temps, c'est qu'Andrei Vasilevskiy va éventuellement revenir. Donc, tu peux pas l'envoyer sur la liste des blessés à long terme et sauver du cap salarial pour peut-être transiger un peu, mais c'est sûr que à 9,5 millions de dollars sur la LTIR, ça aurait fait une grosse différence pour essayer de le remplacer, mais il va revenir éventuellement au début de l'hiver, donc on pourra pas utiliser cette option-là. Il va falloir passer par une transaction, peut-être par le ballottage, mais du côté de Tampa Bay, il va falloir grincer des dents puis regarder en avant parce qu'on a une tempête qui
qui pourrait s'en venir. La division Atlantique qui s'est beaucoup améliorée, ça va être probablement la meilleure division dans la LNH cette saison. C'est sûr qu'il y a Tampa Bay, il y a Toronto aussi qui va essayer de menacer pour gagner cette division-là. Donc, on va serrer les fesses puis on va espérer pour le mieux, je pense. Je pense que ça va être ça le motto de Julien Brisebois du Lightning de Tampa Bay, souhaitant que Vasilevski n'ait pas de setback dans sa réhabilitation et retarde son retour au jeu parce que on va en avoir besoin éventuellement à la fin de la saison. Ouais, définitivement. Les camps d'entraînement sont plus que lancés. On a les joutes de pré-saison qui font ravage aux quatre coins de la LNH. Et plus on avance, plus on s'approche à un vrai match de Connor Bedard. Parce qu'on en a jasé il n'y a pas si longtemps de ça pendant les matchs des showcases de recrues. Donc là, on a eu l'opportunité de le voir en match de pré-saison dans toute sa splendeur, dans toutes ses prouesses, à travers toutes les mises en échec qui évite et encaisse. Est-ce que c'est le plus grand joueur de l'histoire, les gars? Oui, meilleur joueur de l'histoire. Non, mais un peu plus sérieusement, je le regardais cette semaine et ma première réaction, j'ai eu mal au cœur qu'on ne l'ait pas eu à Montréal. Imaginez Connor Bedard à Montréal. Tu le regardais en match pré-saison et il avait déjà l'air d'être complètement à sa place. À 18 ans, jamais joué un match chez les pros encore. Il avait tellement l'air à sa place. 2 mentions d'assistance, c'est son premier match, puis on parle de mentions d'assistance primaire. C'est vraiment lui qui a créé tout sur ces séquences-là. Il va. Je pense que c'est pas un hot take de dire qu'il va être bon. Je pense que c'est pas non plus un hot take de dire que c'est déjà le meilleur joueur des Blackhawks en ce moment. C'est frustrant de pas l'avoir à Montréal. Moi, on dit que j'aurais aimé ça avoir Connor Bedard à Montréal, mais c'est pas grave. Je suis content pour les partisans des Blackhawks qui vont avoir le plaisir de regarder Connor Bedard pour les prochaines années à l'œuvre. Non, je pense que, tu sais, on n'aura peut-être probablement pas une saison recrue comme a connu Sidney Crosby qui avait fait au-dessus de 100 points quand il est arrivé dans la Ligue en 2005-2006. Mais c'est déjà peut-être un potentiel de 30, peut-être même 40 buts cette année pour Connor Bedard. Je mets des attentes vraiment élevées. Là. On s'entend que c'est encore un kid de 18 ans qui vient d'arriver des passes d'Origina dans la WHL. Mais un 30 buts, 60-70 points, je pense qu'on peut déjà peut-être parler de, s'il reste en santé, peut-être déjà du meilleur pointeur des Blackhawks. Puis Dieu sait ce qu'il va accomplir une fois qu'il aura atteint le maximum de son potentiel, surtout dans une ligne nationale qui est de plus en plus offensive là, depuis 2 ans. Là, ça va faire beaucoup de flamèches. Et on compte entendre le Chelsea Dagger encore très souvent au United Center bientôt du côté des Blackhawks. Ouais, non, définitivement. Parlant d'équipe en construction, les gars, on peut pas parler de nos glorieux, notre équipe nationale, comme dirait Biz de chez Locas. Les Canadiens de Montréal sont de retour, les gars, mais pas dans la façon à laquelle on pensait nécessairement, parce que, bon, à quoi bon être une saison du Canadien de Montréal si on n'a pas des gros morceaux qui sont blessés? Sans grande surprise, Joel Edmondson est déjà sur la liste des blessés. Et on rajoute avec ça Mike Matheson. Est-ce que c'est déjà est-ce que c'est déjà un signe précurseur que la défensive du Canadien va être aussi horrible que l'an dernier qu'on s'attend? En fait, Edmondson est rendu à Washington, mais c'est drôle de voir quand même que 1 an plus tard, la situation est vraiment pareille pour lui. Matheson aussi, c'était la même situation l'an passé. Ça a commencé avec une blessure mineure au jour le jour et finalement a manqué 8 semaines en début de saison. Merci pour la correction, Félix, mais oui, en effet, ça. Aucun problème. Je sais que tu regardes tous les matchs du Canadien avec assiduité. Mais je lis plus DLC, fait que... Oui, j'espère que tu me lis moi souvent d'ailleurs. Définitivement ça pour dire que l'édition 2022 des Canadiens est littéralement back. Oui. Pour terminer un peu le segment hockey, les gars, nouvelle un peu plus morose du côté des Flames de Calgary. Chris Snow, on a annoncé en fait, c'était quoi, vendredi ou samedi? Mm-hmm. Ouais, vers la fin de la semaine là que. Ouais, c'est ça. Que malheureusement a perdu son combat en fait contre la SLA. On va s'en rappeler, la SLA qui était ou autrement appelée la maladie de Lou Gehrig qui est
vraiment horrible comme blessure. Puis au-delà de ce qu'on jasait sur Facebook il y a 10 ans de tout ça, à travers les gens qui ne faisaient qu'un défi d'Ice Bucket Challenge pour avoir l'air cool, le message réel en arrière de ça est beaucoup plus profond que ça. Et honnêtement, ce n'est pas quelque chose à ignorer parce que c'est une maladie totalement horrible. Sinon, pour ce qui est du restant de l'épisode, les gars, on a une bonne nouvelle, une bonne semaine de sport qui s'en vient devant nous. Donc, quand même à surveiller pour ce qui est du football. Donc, Monday Night Football, on va avoir la chance de regarder les Seahawks de Seattle contre les Giants de New York. Ensuite, pour le Thursday Night Football, on va avoir un spécial un petit peu à la Tank Bowl entre les Commanders de Washington et nul autre que les seuls et les uniques Bears de Chicago. Oh. Mais aussi, on en a parlé beaucoup en première partie de cette émission, les séries dans la MLB. Jasez-nous de ça sur les réseaux sociaux. Qui est-ce qu'on met déjà favori à la série mondiale? Moi, c'est les Blue Jays. Je vais très objectivement, les Blue Jays de Toronto. Très objectivement, je vais dire les Blue Jays. Et très, très probablement faux aussi dans ma prédiction. Puis sinon, pour ce qui est des camps d'entraînement des deux sports qu'on vient de parler, soit du basket et de la LNH, on continue toujours de ce côté-ci. À surveiller aussi du côté d'Aleo360.com parce qu'on a parlé bien sûr avec Liam Hood et cette semaine, on va justement avoir le début des camps d'entraînement. Donc, ça va être à surveiller. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On vous rappelle encore une fois que ce balado est disponible sur YouTube. Ce qui va bientôt être YouTube avec YouTube Music pour ce qui est de Google Podcast. Mais sinon, que ce soit Apple Podcast ou Spotify, quelle que soit votre plateforme de balado préférée, vous allez retrouver la triple menace dessus. C'était Emilio Constanza, comme toujours avec Félix Forget et Pierre-Olivier Poulain. Et on vous souhaite la plus belle des semaines et 100 matchs de football à la Toy Story. Bonne journée à tous. Le podcast La Triple Menace. Disponible sur Spotify, iHeartRadio, YouTube, Google Podcast et Apple Podcast.